Bonjour les amis, comment allez-vous? Ben écoutez, moi je vais bien. Ça fait quelques jours que je n'avais pas publié de vidéo. Ben, vous savez que je suis en train de faire la correction du livre. En fait, je suis en train de créer les chapitres. Et vu que c'est un livre qui fait plus de... Je crois que maintenant on est à presque 1900, je crois 39 pages. En effet, ça me prend énormément de temps et donc je dois absolument faire quelques modifications. Et parfois, je suis fatiguée, crevée. Je n'ai forcément pas le temps de tout faire. Mais j'essaye de me débrouiller pour mieux faire et pour parvenir à faire tout ce qu'il faut afin de créer ce beau livre. J'espère qu'il sera lu parce qu'il est très riche, il est rempli d'une très grande connaissance que Yahvé notre Dieu m'enseigne. Et donc pour moi je suis plutôt très contente par rapport aux résultats que j'ai jusqu'à maintenant. Alors, cette vidéo, en fait, elle n'est même pas faite pour dire ça. C'était juste pour vous donner mes nouvelles. J'ai un tas de repassages à faire. Mais je vais trouver du temps. En fait, bref. Donc, les amis, je vais vous parler d'un sujet très préoccupant. Je ne sais pas si vous êtes penchés sur les chiffres de la délinquance à travers le monde entier. Aujourd'hui, à l'instant même où je vous parle, si vous vous rendez sur Internet, je crois que c'est sur un site Internet, j'ai oublié le nom du site, mais qu'importe, vous verrez que dans tous les pays à travers le monde entier, presque tous les pays à travers le monde entier, aujourd'hui, le taux de criminalité atteint à peu près 60%. À peu près. C'est-à-dire que, comme je vous dis à peu près, il s'agit d'une question qui se généralise aussi bien dans des pays modernes, comme on peut dire, et encore dans des pays en voie de développement. Le taux de criminalité a simplement explosé. On ne parle pas des années où le commerce international a explosé, où les industries sont créées, où il y a une dynamique économique qui s'est greffée, je vais dire, aux mentalités humaines, ou encore à un baume scientifique où les scientifiques du monde entier se sont donnés corps et âme pour réussir à changer le cours des choses et nous apporter les plus grands résultats médicaux que nous avons connus jusque-là. Je ne suis pas en train d'interpeller les plus grands prix Nobel de la paix qui ont fondé ce monde, qui ont permis, de par leur force, de par leur discours, de par ce qu'elles avaient à apporter, un autre regard sur le monde, une autre vision pour le changement des mentalités. Sincèrement, je ne suis pas en train d'évoquer ce problème. C'est fait si joliment applaudi, qui sont acclamés par tant de gens et qui ont été jusqu'à aujourd'hui reconnus et enseignés dans nos écoles. Non. On parle d'un taux de criminalité. On parle des gens qui tuent d'autres. On parle des gens qui déstabilisent les nations. On parle de la destruction des nations. On évoque, par exemple, des pays comme Haïti qui ont atteint un taux de criminalité qui, dans certains quartiers, avoisine presque on va dire, toute une complétude par pourcentage. Je veux dire ça. C'est juste accablant. C'est illogique. D'où vient cette criminalité aussi excessive? Posons-nous les questions. Certes que, comme moi j'ai fait une vidéo récemment, j'évoquais le fait, alors récemment, il faut quand même savoir que cette idée que je vais évoquer ici, je l'avais évoquée il y a des mois de cela. Comme je vous ai souvent dit dans d'autres vidéos, en effet, cette vidéo, je l'avais évoquée en parlant des émeutes. Ce que je dois dire, je l'avais évoqué en parlant des émeutes qui se passaient en Nouvelle-Calédonie. J'avais fait une recherche par la volonté de Papa Yahvé notre Dieu qui m'avait fait découvrir que le taux de mortalité
était au-dessus du taux de naissance. Vous savez, ce sont des interpellations dans le monde qui font froid au dos. C'est-à-dire que ça fait peur. Et quand on regarde notre entourage, on n'est pas protégé. Très souvent, on appelle ça une question isolée. La plupart du temps, dans le langage politique tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est le problème d'autres personnes. Parce qu'à partir du moment où on est tranquille chez soi, alors tout va bien pour le monde entier. Mais ça ne va pas. Parce que la criminalité, tout comme l'immigration, circule. On a beau fermer des frontières à la criminalité, elle arrive où elle arrive et elle arrivera quoi qu'il en soit. Donc, qui sont les criminels? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Parce que je veux, moi, qu'on arrête les criminels, qu'on les mette en prison. Mais qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Est-ce que ce sont des fruits qui tombent des arbres et qu'on ramasse et que par potion magique, qu'on leur dise « Ah, devenez des criminels » et ils en deviennent? Mais il ne s'agit pas d'une anecdote, c'est très sérieux. Les criminels sont les enfants d'hommes et femmes qui, tout comme n'importe quelle autre femme, ou comme n'importe quelle autre famille, s'il faut mieux le préciser, décident de mettre au monde des enfants à qui donnent l'amour, qui ont envie, qui ont envie tout simplement de voir ces enfants grandir, devenir, pourquoi pas, des personnes très importantes dans leur vie, construire des grands empires. De grands empires, je me corrige, je préfère. Mais ces enfants-là, ce sont des enfants des personnes comme vous et moi. Ce ne sont pas des potions magiques, ce sont des êtres humains. Ce sont des gens, ce sont nos enfants qu'on est venu par une sorte de force et de dynamique arracher de nos mains et pour en faire allez, on change de sens. On ne va pas dire ça, ça paraît trop, allez, qualificatif ou nominatif. On les sort de nos mains pour les transformer en un nom qui s'appelle criminel. Ils passent de l'enfant à la criminalité. Quand ce problème est vu de cette façon, eh bien, c'est tout à fait logique que l'effet curatif même de la criminalité n'existe pas dans le monde entier qu'aujourd'hui. Que nous puissions nous dire, ah oui, bon, ben écoute, c'est pas notre problème tant que ça n'arrive pas à nos portes. Mais il s'agit de notre problème à tous et à toutes à travers le monde entier. On ne peut se permettre un laxisme. Parce que dans un monde dans lequel on tient de beaux discours, on planifie une économie juste, on intègre une dynamique sociale, on doit parvenir à équilibrer le socle social pour que dans chaque espace du monde, que n'importe quelle personne puisse trouver un moyen d'exister. Et mettons un pari sur le fait que chaque personne devrait exister de façon sereine au cœur même de la société. Très souvent, quand on regarde la télévision et qu'on nous chante ce moment même de la modernité médicinale, tout le monde a envie d'applaudir. Qui ne dirait pas un scanner? Mais c'est génial, je sais tout ce qu'il y a dans ma tête. Je connais le volume de mon cerveau. Un scanner, si j'ai un truc, si par exemple j'ai avalé un fruit, on verra que c'est dans mon ventre quelque part, ou peu importe. Bon, allez, rajoutons encore un autre biopsie, tous ces grands noms qu'on connaît et qui font souvent peur, parce que quand on les entend, on fait « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ?» Mais au-delà de tout ça, il y a une réalité que quand on entend les grands médecins, les docteurs et les doctresses, si je dois dire ça comme ça, on les entend toujours parler de l'effet curatif. Parce que ils se disent, vaut mieux prévenir que guérir. Ah, alors là,
quand on parle du domaine de la santé et que le corps médicinal est parvenu à exprimer, allez, mettons un accent beaucoup plus pointu, plus aigu, plus étayé. Quand en médecine on parle de l'effet curatif, c'est pour éviter une gravité. Or, parlons de la délinquance, de la lutte contre la délinquance. On n'entendra jamais parler de la lutte contre la délinquance. On entendra souvent parler de oui, on va avoir un mandat de perquisition. Quand on a un mandat de perquisition, c'est parce qu'il y a des gens qui sont déjà soupçonnés. C'est parce qu'il y a des criminels quelque part où on les perquisitionne parce qu'on a envie de savoir ce qu'ils font. Et alors que, si on pointe l'effet curatif pour récupérer nos enfants de la main de la délinquance, si on interpelle vraiment cet effet curatif pour prévenir la délinquance dans la société, et pour dire à ces gens, on ne vous demande pas plus, on veut récupérer nos enfants de vos mains tels que vous venez nous les chercher. Parce que je vous rassure, interrogez toutes les mamans à la rue et tous les papas, il n'y a aucun, du moins un qui n'est pas normal, qui pourra vous dire « Ah oui, mais tiens, oh ouais, j'aimerais que mon enfant naisse criminel. Oui, non, mais ça, je serais content, mais non. » Et non, aucun parent vous dira cela. Dans un livre que j'ai écrit, je crois, avec beaucoup d'humilité, c'est le management divin, je disais que, imaginons à la maternité, vous mettez un enfant au monde et vous êtes content, vous invitez tous vos amis, vous venez dire, ah, on a mis un enfant au monde, il est de couleur verte. Oh! Vous serez content, vous montrerez un enfant tout vert à votre ami, à vos amis en disant, ouais, génial. C'est la coloration innée qui se trouve dans nos plus grandes institutions aujourd'hui. Bon, on n'est plus dans un bourg, on est dans un hôpital avec un enfant vert. C'est anecdotique, mais ce n'est pas anodin. Dans un autre contexte, dans la chambre d'en face, vous prenez le bébé vert et vous partez voir le bébé de celui qui est en face parce que bon, vous avez fait connaissance et le bébé est complètement rouge avec des cornes sur la tête. Oh, qu'est-ce que c'est génial. Vous savez, quand je dis ça, ça peut paraître amusant, mais il n'y a rien d'amusant dans ça. Parce que la réalité veut que nous nous regardions tous dans un miroir et que nous puissions nous identifier en tant que tels, des êtres humains qui sont faits à l'image même de notre Dieu qui nous a créés. C'est ultra important. Les êtres humains de nos jours vivent sur une sorte d'imaginaire qui renvoie notre société à une forme d'isolement même de l'intelligence. Parce que, je parle d'isolement parce que je ne peux pas parler d'hibernation. Ça aurait été encore ce mot, je l'aurais salué, j'aurais dit, ok, l'intelligence hiberne, mais à une certaine période, elle sort de son hibernation. Mais on ne parle pas là de l'hibernation, on parle carrément d'une sorte d'isolement. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre une société de façon simple et de façon logique, de façon à apprécier que chaque classe sociale puisse vivre en paix? Qu'est-ce qui nous dérange le plus aujourd'hui? C'est la question de la délinquance. La contestation politique a récemment critiqué les États-Unis d'Amérique, le président Trump, dans sa politique zéro immigration, en fait, a décidé d'expulser tous les migrants. Est-ce qu'on voit les résultats aujourd'hui? Vous non, mais moi oui, je vois les résultats. Le climat est en train de changer. Ce que je vais dire par là, c'est que j'aurais pu apprécier ce fait dans d'autres pays, comme dans certains pays du Maghreb, dans lequel
la lutte contre l'immigration, elle est vraiment drastique. Ce que je désole, c'est que la forme de la lutte soit très négative par rapport au traitement des personnes. Ça, c'est ma seule désolation. Sinon, pour moi, qui vous parle souvent de la nationalisation, bah, j'irai jusqu'à nationaliser au-delà de l'économie, mais les êtres humains, parce que c'est un plateau humain qui permet de construire un socle social. Sans ça, qu'est-ce qu'on construit? Rien du tout. Alors, si on en vient à notre sujet crucial, qui est l'effet curatif de la délinquance, au lieu de débarquer chez des familles avec un mandat de perquisition, parce que cette famille a été ciblée, parce qu'à l'intérieur de cette famille, il y a bien une personne qui a été dénoncée ou encore la police a fait une enquête et a découvert que voilà, cette personne a fait ci ou ça, qu'on arrive exactement chez ces gens, au lieu de se rendre chez ces gens avec un effet curatif. Peut-être que je me suis trompée de sens. Je crois que c'est préventif, oui. Avec un effet curatif, qu'on arrive chez ces gens avec un effet préventif. Au lieu de ramener un mandat de perquisition que n'importe quelle personne dans la société aujourd'hui puisse ouvrir ses portes à un effet préventif. Je crois que c'est le mot, préventif. À un effet préventif. Ainsi, notre société pourra prévenir la délinquance, lutter contre la délinquance au lieu d'attendre l'effet curatif. Donc, le mandat de perquisition, qui est déjà une suspicion et une agrégation par la justice, puisse être remplacé par un mandat d'équité sociale qui permet d'aller dans n'importe quelle maison, qu'importe la qualité de la maison. Allez, vous vivrez dans un château, la police peut venir chez vous avec un mandat d'équité sociale. Perquisitionner pour savoir, pour faire une enquête, si jamais il y a un problème dans un quartier où il n'y a rien qui va, ou encore il y a un désordre quelconque. Vous vivrez dans qu'importe le type de maison que vous aurez, la police, la force de l'ordre peut venir avec un mandat d'équité sociale pour perquisitionner la maison afin de faire une enquête. Par exemple, supposons qu'il y ait un quartier de grande délinquance. Prenons le cas où les forces de l'ordre n'arrivent pas à maîtriser la délinquance. Bon, disons que c'est à la rue Temps. Donc, ils arrivent à cette rue-là et ils font tout ce qu'il faut, ils arrêtent tous les délinquants, mais le problème persiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver nos enfants de ça? Les juges décident d'établir un mandat d'équité sociale. Chaque maison, chaque recoin, chaque chambre doit être perquisitionnée pour vérifier déjà le nombre de personnes, qui sont les gens, quel est leur métier, ce qu'ils font. De plus, faire un bilan financier de tous les produits qui se trouvent dans la maison pour s'assurer que ces personnes peuvent s'offrir tous les biens qu'ils ont chez eux. A dit comme ça, on va dire, mais on ne peut plus vivre. Alors, c'est soit on choisit l'effet préventif et on lutte contre la criminalité pour sortir nos enfants de la main de la criminalité, soit on reste se taire et la criminalité s'arrange à diriger nos enfants dans des quartiers de délinquance pour qu'ils deviennent des délinquants, alors que préalablement, le destin que nous-mêmes avons construit pour la vie de nos enfants est celui de les accompagner d'une paix sociale tout simplement, sans forcément décrocher les titres les plus convoités, et pourquoi pas. Alors ce que je vais dire, c'est que ça paraît comme ça, mais entre les mains de la délinquance, on ne leur reprend rien. On récupère juste nos
nos enfants, nos compatriotes qui sont au milieu d'une sorte de lessivage de cerveau dont ils ne peuvent même plus s'en sortir. Et là, c'est-à-dire, ils vivent à un endroit où on va les entraîner dans le mensonge, les manipulations, le vol. De plus en plus aujourd'hui, quand vous regardez les reportages, ça fait peur. Les voleurs sont de plus en plus jeunes. Ce sont nos bébés. On les a portés. On a eu des nausées comme toutes les femmes. On a vomi pendant des mois. On a souffert. On a eu des crampes même de l'accouchement. Mais on a supporté. On les a mis au monde. Notre corps a été détruit. On n'a plus les seins d'une jeune fille. On a les seins des mamans. On n'a plus le corps qu'on avait quand on était adolescente. On a le corps des mamans. Ce qu'on veut récupérer, ce n'est pas autre chose. Ce sont nos enfants. Ils ne viendront pas nous dire qu'on a tort. On leur dira ce sont nos enfants qui se trouvent quelque part en train d'être maltraités. Parfois, ils sont tellement trompés dans tout ça qu'ils n'arrivent même plus à faire de discernement. Expliquez-moi, on a un jeune enfant comme ça qui passe devant les forces de l'ordre tout le temps avec une voiture qui coûte des prix astronomiques. Personne ne s'en inquiète tant que il n'y a pas eu de plainte. Logiquement, par rapport au droit public, par rapport au droit social aujourd'hui, au droit civique, je crois, non, au droit social, oui. Par rapport au droit social aujourd'hui, pour interpeller une personne comme ça, il faut avoir une plainte ou encore une dénonciation. Or, aujourd'hui, avec tous les systèmes que nous connaissons à travers le monde, la dissimulation de la délinquance est de plus en plus sophistiquée. Pourtant, si les forces de l'ordre trouvent une sorte de suspicion, elles peuvent simplement se dire, eh bien, on va demander à un juge de nous établir un mandat d'équité sociale pour nous rendre dans ce quartier-là et pour comprendre ce qui se passe. Alors, vous arrivez chez ce jeune, vous dites, écoutez, on est venu faire une perquisition d'équité sociale. On vous accuse de rien, mais nous allons faire une perquisition. Vous entrez chez lui, vous faites la perquisition de tout ce qu'il a. À partir de là, vous avez un mobile, vous avez des éléments pour pouvoir faire une enquête sans attendre l'effet curatif, mais mettre en avant l'effet préventif. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est exactement ça. Alors, lorsque nous interpellons cette question, je connais les revendications, les gens qui vont me dire ceci, cela, mais ce sont nos enfants. Très souvent, la criminalité prépare nos enfants à la criminalité et on voit venir l'histoire parce qu'ils nous mettent en confrontation. Quand les enfants veulent réfléchir un tout petit peu, on met à leur disposition des produits de divertissement qui leur permettra de ne pas se concentrer quelque part. On les distrait de la vraie vie, de la vraie logique et de l'éducation familiale. Allez, vous avez beau dépenser des sommes et des milles, vous avez beau prendre des bonnes décisions pour votre enfant, mais la délinquance permet que déconstruire tout ce que vous faites pour vos enfants pour leur permettre de devenir, de transformer leur destin pour être ce qu'ils souhaitent, ce qu'elles souhaitent et non pas ce que les parents ont souhaité pour leurs enfants. Je vous le dis, moi, en tant qu'une maman, je parie qu'il n'y a aucun être humain sur cette terre, même pas un délinquant lui-même, qui voudrait que son enfant le devienne. Parce que sincèrement, ça fait froid au dos de nous en rendre compte à quel point la criminalité est devenue excessive. C'est-à-dire qu'à travers le monde entier aujourd'hui, quand on avoisine les 60% de la criminalité, de la délinquance dans le monde, ça veut dire qu'aujourd'hui, la courbe du monde a changé. Il y a plus de délinquants dans le monde que des personnes qui vivent normalement. Encore il y a quelques années, les tendances n'étaient pas les mêmes. Alors, si on ne peut pas prendre conscience, scander
mettre en place ce qu'on appelle une charte pour la paix. C'est-à-dire qu'au moment où les gens font leur déclaration d'impôt, créer un onglet pour remplir la charte pour la paix. Ça veut dire quoi? Ou encore tout simplement un site internet très protégé qui ne peut être lu sur un autre écran. Ça veut dire, les gens se mettent sur ce site internet, ils déclarent le nombre de personnes qu'il y a chez eux. S'il y a une dénonciation par rapport à un comportement non sociable d'un de leurs enfants, ils dénoncent le nombre de personnes qui vivent dans leur maison, s'ils possèdent des armes légales ou illégales, si dans leur famille, il y a des gens qui se droguent, ainsi de suite. Et signer cette charte pour la paix pour faciliter le travail des forces de l'ordre. Sincèrement, si vous ne scandez pas, si vous ne criez pas au désastre, alors sincèrement, je vais vous dire la vérité. Ah ben moi, je suis juste scandalisée. Parce que c'est un peu comme si on vous disait que vous avez fait à manger et plus de la moitié de votre nourriture a cramé. Et donc, vous ne pouvez plus manger. Même si vous mangez, voilà, le reste a cramé. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la paix ne règne plus. Et que si la société ne se décide pas d'opter pour les faits préventifs, on ne peut pas s'en sortir. Dit comme ça paraît très simple. Si j'ai eu cette idée, c'est aussi parce que j'avais posé la question à Papa avec notre Dieu, et même s'il m'en avait déjà parlé, c'était concernant la situation entre la RDC et le Congo aujourd'hui. À Goma, depuis des années, il y a de millions de personnes qui ont été tuées. La raison, elle est très simple. C'est que c'est une zone de guerre où ce n'est pas l'armée congolaise qui est sur le front. Et ce n'est même pas l'armée rwandaise qui est sur le front. C'est une armée qui vient de quelque part, qui sort, allez, d'un endroit, qui déboule là-bas. Et qui fait la loi pour exploiter les matières premières. Vous voyez ça? Pour exploiter les matières premières. Et donc, il déboule à Goma, il déclenche la guerre. Il se fiche de tuer les jeunes enfants, les femmes, les bébés. Ils détruisent ces purs criminels qui n'ont aucun remords pour un être humain. Pendant ce temps, que fait le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais? Quand on les parle d'eux, on parle du président Paul Kagame et du président Félix Tshisekedi. On parle d'eux. Ils sont dépassés par la situation. Parce que naturellement, la criminalité est exagérée. Ils ne savent plus comment faire pour arrêter cette guerre. Ah, c'est normal. Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils vont perquisitionner? Il faut perquisitionner. Parce que les gens qui viennent lutter sur ces fronts de guerre sortent bien de quelque part. Et la plupart du temps, elles sont logées non loin du front. Il suffit de déployer les forces de l'ordre, d'encercler tout le quartier, avec un mandat d'équité sociale, de perquisitionner, maison par maison, famille par famille, riche ou pauvre, qu'importe, de perquisitionner et de retirer. Et là, vous sortirez ces délinquants-là. Donc, s'ils vivent dans les bunkers, excepté les pays très développés, qui ont des sondes très très précises pour détecter ce qui se passe dans le sous-sol, dans les pays pauvres, ce n'est pas possible. Mais, déjà cette perquisition, ça peut permettre de retrouver les délinquants dans les où ils se trouvent. Parce que comment se comportent la plupart du temps les gouvernements, surtout en Afrique, face à la criminalité? Ils luttent sur le front, mais tu viens pas lutter sur un front. Le front, ils sont là, le soir, ils rentrent quelque part dormir. Tu vas chercher chez eux. Tu vas dans leur maison, là où ils sont, où ils habitent. Tu vas là-bas, tu les retrouves là. Et ça, c'est même beaucoup plus efficace de les retrouver chez eux de façon individuelle. Parce que quand ils
sont chez eux, ils sont seuls. Et même la plupart du temps, quand ils sont logés dans certains hôtels qui ont des sous-sols et qui les logent, les forces de l'ordre peuvent se multiplier pour réussir à les arrêter. Ça, c'est une réalité. Si on ne réagit pas comme ça, d'ici quelques années, avec la course de la criminalité qui gambarde nos rues, nos quartiers, nos provinces et nos capitales, les pays, le monde de façon aussi cruelle, on sera face à une réalité qui va nous dépasser. Et ça, c'est une réalité. Moi, je ne suis pas influencée par cette vidéo. Hein. La plupart du temps, j'essaie de regarder. Non, je vous le dis, c'est accablant. Quand on regarde aujourd'hui comment le monde est en train de fonctionner, on nous parle d'une sorte de forme de colonisation. Mais c'est quoi cette colonisation barbare-là qui augmente la criminalité dans tous les pays? Il n'y a plus un seul pays aujourd'hui qui en est isolé. Tous les pays en sont concernés. N'en parlons plus. Parce que si on me dit, récemment, je vous ai dit ça dans une vidéo et je réitère la question, on m'a accusé de ne plus de ne plus adresser des condoléances. Mais moi, je leur ai dit, pardon, excusez-moi, mais expliquez-moi, à qui voulez-vous que j'adresse des condoléances? Les élites du monde meurent partout, sont tuées par la force de l'adversité. À qui voulez-vous? Quand on parle de Goma, on parle des millions de morts. Quand on évoque tous les plateaux de guerre qu'on connaît aujourd'hui dans le monde entier, on cite les plus grands plateaux, comme la Russie et l'Ukraine, où aujourd'hui, il y a eu déjà des millions de victimes qui ont été tuées sur ces mêmes fronts de guerre. Alors, ce qui est accablant avec la criminalité, avec les écœurs, avec la délinquance, c'est plus une chose, je vais vous dire laquelle. C'est qu'aujourd'hui, si on peut évaluer le montant même de financement qui a servi pour acheter toutes les armes de pointe pour tuer toutes ces personnes qui sont dans les fronts de guerre, en fait, ça dépasse le budget de plusieurs pays à travers le monde entier, dans un monde dans lequel les gens meurent de faim. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un monde dans lequel la famine est accrue. Il n'y a plus d'empathie. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus comment dire? Il n'y a plus de sécurisation de la société. On est entré dans une sorte de temps qui se traduit par une sorte de haine qu'on ne peut comprendre. Vous n'êtes pas scandalisé? Certes que oui, chaque fois que j'évoque une vidéo, je dis toujours le sujet est important. Mais ça, c'est un sujet ultra important. Parmi tous ceux que j'ai évoqués, celui-ci, il fait partie de la paix que chaque personne a envie de retrouver dans ses rues. Vous imaginez? Il fut un temps où j'avais fait une étude, une petite étude avec quelques recherches. J'avais découvert que le marché du blé était nettement plus rentable que le marché de l'armement. Bon, les gens qui ont entendu ont multiplié le budget de l'armement. Mais seulement, aujourd'hui, je veux bien, allez, on va applaudir. Le marché de l'armement, c'est parfait. Mais la différence entre le blé et l'arme, c'est que le blé nourrit les gens. Et allez, on fabrique du pain, on fait toutes sortes de pâtisseries, tout ce qu'on veut. Alors que l'arme, non seulement, allez, je vais appuyer sur ce point. La pâtisserie qui est faite, elle est faite pour calmer notre faim. C'est-à-dire qu'il faut absolument manger. Elle ne coûte pas très cher. L'armement non seulement coûte très cher, mais détruit autrui. On entre dans une controverse de la logique humaine qui dépasse toutes sortes de dimensions. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Nous avons évoqué
un plan un plan professionnel, même pour ces gens-là qui sont comment dire, dans la délinquance. On leur a dit, au lieu, par exemple, d'envoyer les enfants voler, fondez-vous une communauté de personnes, permettez-leur d'avoir du travail et de vous apporter quelques cotisations par mois, vous vivrez tranquillement. Non pas simplement en tuant d'autres personnes comme dans certaines sectes où non seulement vous allez cotiser, mais ils vont violer vos enfants et vous allez payer, vous allez passer votre vie à payer. Ils vont vous dénigrer jusqu'à faire de vous ce qui n'en vaut pas la peine. On ne parle pas de ça. On parle d'une communauté de personnes qui décident de s'entraider. Par exemple, aujourd'hui, les délinquants sont devenus trop nombreux. Si les délinquants à travers le monde disent aujourd'hui, allez, nous allons former une communauté de personnes, les gens qui veulent rester avec nous, nous ne voulons plus être des criminels. Nous ne voulons plus la délinquance. Alors nous avons formé une communauté de bonnes personnes qui vivent au sein de la société comme tout le monde. Tous les mois, chaque délinquant doit donner, allez, quelques euros à leur association. Ils ne voleront plus, ils gagneront plus d'argent, ils seront beaucoup plus heureux, ils vivront. Au lieu de fabriquer l'opium, la cocaïne qui détruit le corps des gens, ils peuvent cultiver la truffe. Vous savez combien coûte un kilo de truffe? Le kilo de truffe coûte à peu près, allez, je vais dire, entre 1500 et 1700 euros. 1800, 1900, qu'importe, 2000, ça coûte très cher. Il fut un temps où, pendant la Covid, j'étais allée dans un magasin bio et j'arrive dans ce magasin, je voulais acheter de la vanille. Parce qu'à l'époque, je prenais la vanille pas déjà broyée, mélangée au sucre, non. Je prenais de la vanille naturelle. Et donc, j'arrive dans ce magasin, je regarde le prix, je vois que le kilo de la vanille coûtait 1500 euros. Bah, je dis comme ça, ah ouais, ça coûte ce prix? Eh oui, ça coûtait ce prix. Ça coûtait ce prix-là. Le monde entier peut se faire beaucoup d'argent. Il n'y a pas besoin d'être criminel. À quoi ça sert de vivre caché? À quoi ça sert de ne pas aller en vacances dans des lieux où on en a envie? Tout simplement parce qu'il faut se cacher dans des sous-sols, dissimuler de l'argent, ne pas dépenser comme il faut. Vivez dans la lumière. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, quand on évoque les familles même qui subissent ces enfants qui deviennent des délinquants, ce sont des familles qui très souvent vivent au-dessus de leurs moyens, mais à chaque fois que ces familles avalent ce que cette délinquance leur apporte, elles sont à bout. Elles sont à bout parce que elles n'en peuvent plus. Parce que ça devient compliqué. Parce que c'est terrible. Parce que ces familles se disent qu'elles veulent tout simplement vivre et ne pas subir l'horreur. Les humiliations qu'on découvre souvent. Allumez Internet, vous faites quelques recherches. Vous allez vous retrouver face à une sorte d'humiliation qui, selon le réflexe de chaque personne, allez, soit vous allez en rire, soit vous allez en souffrir, soit vous allez en pleurer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans notre société, nous devons être capables d'entendre l'intonation même de l'empathie. Ne considérons pas ce mot comme un des mots qui figurent dans un dictionnaire très volumineux avec toute la multitude de mots qu'on y trouve. Utilisons ce mot parce que c'est un mot qui existe, parce qu'il peut permettre de délivrer ces familles-là de la main de la délinquance et d'apporter la paix, de permettre à ces délinquants de trouver un moyen de vivre leur vie et non pas de passer le temps à tuer des gens. Ce n'est pas possible. L'économie, en écrivant le livre que je suis en train de corriger, à un moment donné, j'ai dit que l'économie, alors, alors j'arrive même plus à le décomposer. Alors, je crois que c'était ça. C'est un économie. Alors, c'est un écho qui se nomme par une mise. Entendre un marché, le nommer et apporter sa mise. Entendre un marché, c'est quoi? C'est regarder sur un marché
le produit qu'on peut vendre, le nommer, faire des recherches, faire un choix et se positionner sur le marché dont on veut. Et la mise, c'est simplement l'investissement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie. Tout le monde peut gagner de l'argent. Tout le monde peut en gagner. Et ça, je veux le dire. Ils nous diront, ah oui, c'est pas rentable. Mais supposons que vous gagnez, allez, on va dire, la moitié de ce que vous gagnez aujourd'hui. Seulement la différence qu'il y a entre la somme colossale que vous avez et que vous ne dépensez pas n'a rien à voir avec ce qu'on vous propose. Vous gagnez trop et vous ne vivez pas. On vous propose de gagner juste ce qu'il faut pour acheter des belles voitures, ce que vous voulez, mais et de pouvoir vivre. Aller en vacances là où les gens vont, marcher sans avoir peur et parler aux personnes sans être dans la dissimulation. C'est vraiment pas compliqué. Alors, lorsqu'on avait parlé de la militarisation des enfants à travers le monde entier, on était en train de nous dire qu'on avait raconté n'importe quoi. Mais aujourd'hui, même les enfants des quartiers, dans les maisons les plus saines, sont militarisés. J'avais évoqué cette situation de la honte dans laquelle les enfants au Niger, voilà, c'était au Niger. Le Niger, c'est un pays que je connais et que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que j'ai longtemps parlé de la destitution du président Bazoum. Et donc, au Niger, de nos jours, les enfants peuls, quand on parlait des peuls, allez, on va dire des moines. Au lieu de dire moines, on va dire peuls. C'était des enfants nomades qui vivaient dans des zones très désertiques et qui avaient des troupeaux. Et ils buvaient le matin. J'avais été quelques jours dans un de ces villages. Je partais traire une vache et je buvais du lait de vache trait. Vous imaginez, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. J'étais juste subjuguée, j'étais dépassée. Et je me disais, mais c'est incroyable. C'est possible. C'était ces enfants-là. Quand ils vous parlaient, il y avait un humanisme d'un volume très très haut qui tonnait dans leur voix douce. Et quand on les entendait, on avait juste envie de changer la façon dont on était, qui on était, et devenir comme ces personnes simples qui vivent en harmonie avec la société. Or, de nos jours, ces enfants, au lieu, d'avoir un récipient pour aller récupérer le lait de leur vache, ils ont des armes pour lutter contre qui? On parle comme ça, quand on nomme ces zones, il n'y avait pas de délinquance. Si c'est ça, accroître le marché de l'armement, on va se dire peut-être que chaque personne devrait se préparer. Et on va se dire, ok, donc, dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? On doit parvenir à défier toutes les logiques de la société pour dire, ok, on vit dans ces zones-là où très souvent les personnes sont kidnappées et on se dit, bon, chacun s'apprête à vivre au sein même de la criminalité. Alors, qu'est-ce que va devenir la société? Que va devenir la société? Je vais évoquer un point très très rapide. C'est pas une parenthèse, c'est un point vraiment qui est crucial, mais qui ne sera pas long. Lorsque dans une société, on demande de cultiver les bonnes personnes, c'est aussi pour apporter la lumière dans la société. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, si vous tous vous connaissez l'histoire Sodome et Gomorrhe. En général, les personnes la connaissent, mais de façon très superficielle. Mais voilà comment l'histoire se passe. Alors, Papa Yahvé notre Dieu découvre que sur Sodome et Gomorrhe, il y a trop de criminalité. Lui, il en a marre. Et alors, vu qu'il parle au prophète Abraham, donc il décide d'aller voir le prophète Abraham. Et il explique au prophète Abraham, par ses anges, parce que l'histoire nous enseigne que Dieu était présent et que les anges aussi y étaient. Et donc, il explique au prophète Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est au moment où il annonce la naissance d'Isaac. Du prophète, quand on parle d'Isaac, on parle du prophète Isaac. Et donc, le prophète Abraham, dans sa plus grande humilité, un homme de foi, tout le monde connaît l'histoire du prophète Abraham, c'est le père de la foi. Alors,
le prophète Abraham décide d'intercéder. Il se dit, intercepter, je crois. Intercepter, je crois. Oui, c'est ça, c'est le mot. Il dit, si moi, je peux parler à Dieu, alors je peux aider, je peux donner mon opinion. Et alors, le prophète Abraham, si vous lisez le livre de la Genèse, vous allez comprendre, la Genèse biblique, vous allez comprendre tout le déroulé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Parce que la criminalité y était totalitaire. Il ne s'agissait plus d'une criminalité partielle. Tout le monde était criminel. Alors Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'histoire biblique nous enseigne que le prophète Abraham n'est pas d'accord. Il se dit, bon, je vais essayer, parce que rappelons-nous, son neveu y vit, c'est le prophète Lot. Donc, il y vit en plus avec sa femme et ses enfants. Et la responsabilité du prophète Abraham, c'est que c'est lui qui demande au prophète Lot de choisir un chemin où il voudra partir. Et donc, le prophète Lot choisit d'aller vivre à Sodome et Gomorrhe, mais il est toujours en contact avec son oncle. Et le prophète Abraham qui vient devant Dieu, il dit à Papa Yahvé notre Dieu, il lui dit, mais alors, Yahvé, comment est-ce que celui qui est juste, parce que nous les croyants et les croyantes, nos jugements doivent ressembler à ceux de Dieu. On ne dit pas qu'on ne se trompe pas, bien sûr qu'on se trompe, mais il ne faut pas donner un mauvais jugement. Quand on se trompe, on demande pardon à Dieu. Parce que quand on a envie de ressembler à Dieu, il faut tout faire pour le mériter. Aimer Dieu, ce n'est pas un jeu. Comme par exemple dans un film que j'ai vu, c'est un film des Tuches, dans lequel il y a la photo de Zizou qui est placée au milieu d'une sorte de crèche avec des pieds de coq et de ceci en train de réciter une forme de notre Père, alors que c'est le prophète Jésus avec sa souffrance qui a instauré cette prière, notre Père qui est aux cieux. Donc, quand on parle de cette réalité, on entend que cultiver les justes sur un territoire, ce n'est pas une destruction, contrairement à l'idéologie dont les gens avaient raconté, que il est écrit quelque part que quand tout le monde deviendra criminel, alors il y aurait une sorte de personne avec les cornes qui viendra régner et le monde entier fera ce qu'il voudra. Bon, disant comme ça paraît anecdotique parce que la réalité humaine ne permet même pas que ce concept puisse être valorisé. Parce que quand on sait que Sodome et Gomorrhe a été détruit, parce que la criminalité y était totale, alors, il y avait notre Dieu, il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Il n'y a pas eu un concurrent qui lui a dit « Oh ouais, mais Papa Yahvé, pourquoi tu veux détruire Sodome et Gomorrhe? Laisse-moi m'en occuper. » Personne ne lui a donné d'avis. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Et alors le prophète Abraham se couche devant lui. Et il dit à Dieu, mais alors celui qui est juste, il devra juger le méchant et le juste alors que c'est lui qui enseigne la justice. Y aurait-il 50 justes? Est-ce que tu détruiras Sodome et Gomorrhe? Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans sa grande bonté, dans sa grande compassion, il répond au prophète Abraham. Il lui dit, il y aurait 50 justes sur tout un territoire. Alors je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Alors, comme le prophète Abraham connaît qui est Papa Yahvé, il sait très bien que si Papa Yahvé dit ça, c'est qu'il n'y a pas 50 justes. Et alors, il baisse le chiffre. Il dit alors, permets-moi mon Seigneur, je ne suis rien pour te parler. Alors, y aurait-il 40 justes et tu détruiras quand même Sodome et Gomorrhe, tu détruiras le juste et le méchant. Yahvé notre Dieu répond, il y aurait 40 justes. Alors je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Il y aurait 40 justes, je ne détruirai pas. Le prophète Abraham qui comprend et qui se dit, cette histoire est trop compliquée. Alors il diminue encore le chiffre. Je crois qu'il passe à 30. Après il passe à 20. Et Yahvé lui répond toujours la même chose jusqu'à 10, je crois. Il lui dit, il y aurait 10 justes
je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Et que font les anges de Dieu? Donc, l'histoire nous raconte qu'après ça, Papa Yahvé s'en va, et donc les anges de Dieu sont envoyés à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Quand ils arrivent à Sodome et Gomorrhe, voilà les pécheurs qui sortent et qui viennent pour les violer, qui disent « Sortez-nous les hommes qui sont entrés ». Mais parlant comme ça des anges de Dieu, on ne parle pas de n'importe qui. On parle des personnes qui portent l'onction divine, qui viennent avec le bâton de commandement de Dieu à la main, comme ça, pour rendre la justice divine. Les pécheurs sortent pour venir violer des anges. Vous imaginez un peu jusqu'où on peut arriver? Ou très souvent dans le monde entier, quand on porte un message divin, on nous considère comme voilà, des moins que rien, vous ne valez pas la peine, ils racontent des mensonges, on sort des livres qu'on voit souvent sur Internet. Tous vos mensonges vont un jour vous rattraper. En fait, on nous raconte tout ça. Bref, et c'est là que Papa Yahvé fait sortir le prophète Lot de Sodome et Gomorrhe. Il détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'a pas trouvé dit juste à Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Ça, c'est la réalité. C'est comme ça que Sodome et Gomorrhe avaient été détruits. Parce qu'il n'y avait pas de juste. Alors, en revenant sur le sujet dont je vous parlais, comment est-ce possible que dans le monde entier, qu'on puisse nous dire aujourd'hui que tout le monde doit devenir méchant? Nous arrivons dans le monde, un monde dans lequel il y a à peu près 60% de la population qui est criminelle. Des enfants qui sont militarisés. Qu'est-ce qu'on attend? Récemment, il y a eu des gens qui m'ont accusé parce qu'il y avait des ouragans, parce qu'il y avait des tempêtes, parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Des phénomènes qui se trouvent partout. On appelle ça des phénomènes atmosphériques, je crois, qui se trouvent dans tout le monde entier. Où on voit des inondations dans tous les pays, naturellement. Il y a une autre appréciation que je connais, mais restons sur l'appréciation divine. Donc, quand on cultive les justes sur un territoire, ce n'est pas de la bêtise, mais c'est aussi pour protéger le territoire des écœurs divins. Alors, quand on militarise un peu dans un village, qu'est-ce qu'on attend? Juste pour augmenter le potentiel économique et financier du marché de l'armement? Ça n'a aucun sens. Parce que, qu'est-ce qu'on veut nous prouver? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Que, voilà, au lieu de partir dans ces zones où ces enfants n'ont que du lait à boire, au lieu de leur apporter la nourriture, creuser des puits pour qu'ils puissent avoir de l'eau, irriguer leurs champs et cultiver les terres, qu'on leur donne une arme qui coûte. Je ne sais pas combien ça coûte. Moi, je ne connais pas le prix des armes. Mais je crois que ça coûte quand même cher. Qu'est-ce qu'on a envie de nous montrer? Que sur un plateau économique, il faut tuer les consommateurs et les consommatrices avec des armes qui ont été achetées avec l'argent qu'on produit, ces consommateurs et ces consommatrices, et en fait, reproduit d'autres consommateurs et d'autres consommatrices. C'est quoi la sagesse dans tout ça? L'isolation de l'intelligence. L'isolement de l'intelligence. On réitère de façon vraiment plus simplifiée. Alors, je m'explique. Sur un plateau économique, tout l'argent qu'aujourd'hui, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, dépense, sans compter les aides internationales, les personnes qui sont tuées sont les personnes qui ont participé à payer les impôts, les taxes sociales, les TVA, ainsi de suite, pour permettre au gouvernement d'asseoir son économie et de pouvoir gérer le pays. Ces personnes, de nos jours, sont tuées. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des personnes qui sont tuées alors que ce sont eux qui ont permis, en fait, l'émergence de l'économie au sein même de leur territoire. Non seulement ils sont tués, mais il faut les remplacer par ceux qui vont venir après. C'est-à-dire que pour reconstruire le socle économique, il faudra des dizaines d'années pour refonder le socle économique. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que moi, je veux bien, moi, que le marché de l'armement puisse s'envoler. Mais il n'y a pas de logique. Parce qu'un plateau économique, il faut l'entretenir. Si aujourd'hui, tout le pouvoir
financement financier de la budgétisation de l'armement sur ces zones de guerre avait été utilisé pour créer des usines. Allez, il y aurait un boom économique sur ces régions. On n'en parlerait même plus. Les gens seraient heureuses. Il n'y aurait que des rires et non pas des pleurs. Ça, c'est ce que l'être humain fait. Je ne sais pas si ça émane d'une sagesse ou encore s'il faut un territoire ou un autre ou s'il faut tuer des croyants, des enfants dans des hôpitaux ou enlever d'autres qui vont se retrouver sur des fronts de guerre. Ça, c'est terrible. Alors, quand on regarde les grandes transformations à travers le monde entier aujourd'hui, on s'en rend compte aussi de cette nouvelle vague de comportement politique qu'on voit aujourd'hui sur le marché même international. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas dire le marché, sur tous les socles sociaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les comportements, politiques dont nous avions cité, dans un des livres, je ne sais pas dans lequel, si c'était le moment donné par Dieu ou bien c'était le management divin, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus très bien. On avait demandé aux États de traduire les comportements politiques qui se déroulent au sein même de leur territoire. Qu'est-ce que c'est que ce comportement politique? En fait, c'est une traduction des effets de domination, surtout les effets de domination. Allez, budgétisation, quand ça arrange tout le monde, c'est très bien, mais c'est pour traduire les comportements de délinquance, de violence qui se retrouvent au sein d'un territoire. Ça permet de relier les pôles de délinquance à travers le monde et de savoir comment lutter et de savoir sur quel front faut-il faire une enquête pour pouvoir rechercher des pistes et lutter contre cette délinquance. Alors, voyons-nous une chose, elle est certaine, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde entier, tous les comportements de domination se ressemblent. Prenons le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie, aujourd'hui, fut un temps où, même avec la domination coloniale qu'on a connue, l'Éthiopie était un pays. Je crois qu'il y a un petit pays, Hydré, ou c'est un pays un peu qui se nomme un peu comme ça. Il y a quelques années, l'Éthiopie s'est vue divisée. Ça, c'est un comportement politique de domination. Éthiopie, divisée avec une guerre, avec un marchandage d'armement sur ce territoire. L'Éthiopie s'est scindée par deux. Une partie, d'ailleurs qu'il fallait contrôler parce qu'il y a un ancien temple hébreu qui se trouve à cet endroit, dont on parle même d'un temple souterrain qui avait été creusé, en fait, bref. Et l'Éthiopie s'est vue divisée. Le plateau social de l'économie s'est disloqué. Allez, ça a été vraiment un mouvement catastrophique. Une mer écumante, un océan en pleine vague. C'est ça la réalité. Et donc, on a un pays qui est divisé aujourd'hui. Toujours, on ne comprend pas. Parce que même avec les grandes dominations coloniales, l'Éthiopie était un pays, aujourd'hui, avec... c'est un pays que j'ai souvent cité. Il est divisé aujourd'hui. D'ailleurs même, je vais vous dire, pour vous rappeler, je crois que c'était dans une émission Terre Inconnue, il y a le mannequin Adriana Karambeu, voilà, qui s'est rendu sur ce territoire en Éthiopie. Ça a été divisé. Aujourd'hui, le plateau social de l'économie, de l'Éthiopie, est complètement disloqué. Il y a un espace où les gens ne s'entendent plus, où un seul peuple est devenu deux peuples, où il y a des divisions terribles et sans compter des désastres humains. Ça, c'est une réalité. Ça s'est passé et personne ne peut dire non. C'est une réalité. Allez, sortons d'Éthiopie. Continuons.
On va regarder un plateau économique, un plateau social, comme la Côte d'Ivoire, qui a connu une sorte de printemps de la détresse, où en Côte d'Ivoire, il y a eu un temps noir de colère. Les Ivoiriens, dans des villages, ont été confrontés à des détresses totales. Ça, c'est une réalité. Allez, on avance. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. On continue. Venons dans un pays, par exemple, comme le Burkina Faso, où il y a des camps qui s'affrontent. C'est-à-dire qu'au Burkina, qui est un pays que je connais, j'ai été dans un village. Et quand je vous parle de village, c'est que j'ai été vraiment dans un village burkinabé où je buvais du lait le matin aussi là-bas. Dans ce village, dans ces zones où les gens étaient en paix, les gens vivaient en paix, où il n'y avait pas de problème, ils s'affrontent. Et d'ailleurs, il y a un qui a su nous montrer sa bravoure de prophète. Je crois que c'est celui qui s'appelle Zréel, qui s'est rendu dans un village au Burkina Faso, qui a créé tout un camp. Et dans ce village-là, lui, en tant que prophète de Dieu, il a donné des bracelets à des enfants. Et il y avait des couleurs différentes, ça veut dire qu'il y avait plusieurs couleurs. Si tu as du rouge, ça veut dire que tu es ci. Si tu as du vert, ça veut dire que tu es ci. Si tu as du jaune, ça veut dire que tu es ça. Il avait même créé dans des villages où les gens ne connaissaient même pas l'homosexualité, des homosexuels. Il leur avait fait croire, oui, c'était comme ça, bah, en fait, tu es homosexuel. Il est allé leur apprendre l'homosexualité. Comme je vous dis ça, apprendre l'homosexualité à des enfants qui n'ont pas à manger. Quand ils vont à l'école, ils sont assis sur de la poussière pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir étudier. Quand ils rentrent chez eux le soir, ils boivent de l'eau salée. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens pour manger. S'ils mangent la bouillie, s'ils boivent la bouillie, c'est même beaucoup. Or, au lieu de leur apporter des éléments de vie, on leur enseigne des choses qui dans leur vie ne peuvent rien leur apporter. Ça, c'est une question que je vais isoler et donc je ne vais même pas aborder, tant c'est catastrophique quand on sait qu'on apprend l'homosexualité à des enfants donc complètement ignorants, comme une sorte d'imposition d'un autre Sodome et Gomorrhe qui se construit dans le monde actuellement, et à des enfants qui, chez eux, les moustiques sont tellement gros, ils ne peuvent même pas lutter contre les moustiques, et on va leur enseigner une question qui ne les regarde même pas. Et rappelons-le, dans un monde dans lequel on pense qu'évoquer tous les sujets sont parfaits, drag queen, homosexuel, c'est quoi tous les noms? Alors, pansexuel, bisexuel, tout ça. Dans notre vie aujourd'hui, les enfants en grandissant ne connaissent même plus leur orientation sexuelle. Ils ne savent même plus. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions. Avant, quand un enfant grandissait, quand je dis avant, c'était encore à notre jeunesse, allez, une fille savait qu'elle allait rencontrer un garçon savait qu'il allait rencontrer une fille. Aussi simple soit-il, ça se passait comme ça. Il n'y avait pas besoin de se poser toutes ces questions. On nous a parlé de modernité. Transformer le monde dans un monde dans lequel on a les mêmes cours d'eau qui sévissent depuis des millénaires ou même des milliardaires d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde dont on se dit moderne. Si je prends par exemple l'exemple d'un cours d'eau que tout le monde connaît à travers le monde, on va prendre par exemple l'océan Pacifique. Je crois que c'est ça. Oui, cet océan a toujours existé. Ou encore l'océan Atlantique. Cet océan a toujours existé. Dans un monde qui se transforme, qui change, qui est toujours en pleine mouvance de modernité, quand on leur demande de parler de la modernité, on a envie de leur dire, allez vous placer au bord de l'océan Atlantique et parlez-moi de modernité face à ce cours d'eau qui a vu traverser de millions de générations. C'est quoi vraiment la véritable modernité? C'est peut-être qu'on s'est trompé de définition. Mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas le sujet. C'était juste pour aborder ce prophète qui, lui, il part dans un village et il sectionne les personnes. Et que dans les mêmes zones aujourd'hui, il y a la guerre. Quand on sort du Burkina Faso, on entre là, je vais au Niger. Au Niger où il n'y avait jamais d'émeute,
les émeutes se sont installées. Les enfants dans la rue hurlent, les enfants crient. Et maintenant même, quand on parle du Mali, au Mali, le Mali a été divisé. Le Mali a été séparé. C'est-à-dire que le comportement même politique qui s'est traduit sur le Mali, sur l'Éthiopie, est arrivé au Mali. Aujourd'hui où je vous parle, il n'y a plus un seul Mali, comme encore même avec les relations coloniales, mais aujourd'hui il y a deux Malis. Un Mali très isolé dans une zone d'exploitation massive des matières premières, et un Mali où il y a la gouvernance. Et aujourd'hui, il y a deux pays au Mali, dans un pays, qui s'affrontent. Prenons le cas du Rwanda. Le Rwanda était jusque-là un pays tranquille. Les gens ne demandent pas les routes, ils demandent la vie. Les gens ne demandent pas tout ça, ils demandent d'exister. Aujourd'hui, au Rwanda, le Rwanda est devenu un pays guerrier, alors que le Rwanda avait toujours tout fait pour maintenir la paix au sein de son territoire. On connaît toutes les grandes histoires des grandes violences, mais on sait que ce sont des violences qui ne viennent pas de ces territoires. Très souvent, ce sont des dominations excessives et très souvent, ce sont des dominations complètement farfelues qui se traduisent par une sorte de quête spirituelle où il faut placer un peuple au-dessus du monde pour que le monde puisse être géré par des gens. Prenons le cas aujourd'hui du Rwanda, du Congo. Le Congo rencontre la même chose, les mêmes effets. Et quand on pointe le cas du Soudan, aujourd'hui, le Soudan est en guerre. Un plateau de guerre flatté par quelques centimes pour corrompre l'ego des personnes issues du même territoire pour les détruire. Allez, ça reste en Afrique, naturellement, c'est un problème très africain, ça regarde personne. Problème africain, qu'est-ce que ça peut faire? En Centrafrique, aujourd'hui, la Centrafrique s'est vue déchirée. Des émeutes pas possibles. Terribles. Une sorte d'extravagance sociale où deux camps s'opposaient. Les musulmans et les chrétiens. C'est une histoire qui, purement africaine, n'a jamais existé. On entend ces histoires depuis quelques décennies. En fait, depuis que le monde a commencé à être gouverné par les premiers et les premières de la classe. Alors, il faut marcher comme ils disent, il faut faire ce qu'ils disent. En fait, ils luttent contre les innocents. Allez, si tu les dénonces, en fait, ils vont lutter contre toi. Non pas parce que tu as tort, mais parce que tu as dit la vérité. Ça, c'est leur truc. Donc, pour lutter contre toi, les premiers et les premières de la classe vont se greffer dans des régimes totalitaires pour pouvoir asseoir leur notoriété. Si on parlait de ça, on se dirait, ah oui, ceci, cela. Le gouvernement gabonais, ça reste discutable. Mon opinion n'est pas celui que je vais évoquer ici. Ça, c'est une opinion qui est très personnelle, a été renversée. Allez, moi j'arrive en Afrique centrale, là, beaucoup plus tôt. La Guinée a connu exactement la même chose. Il n'y a plus un seul pays aujourd'hui à travers le monde qui connaît la tranquillité. Si on remonte l'histoire, on entre dans tel pays ou dans tel autre pays, c'est une catastrophe. Parce que ce soit au Proche-Orient, il y a des gens comme ça, des pays, qui ont même vu leur liquidité se vider. La population arrivait à la banque et n'avait même plus leur argent. Il fallait brancher. Alors, ils avaient des problèmes. Il fallait renverser le gouvernement pour le remplacer par peut-être un premier de la classe. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je ne sais pas. Mais ce qui se passe même aujourd'hui au Cameroun, c'est que la plupart des personnes parmi vous, vous savez que moi, je suis née au Cameroun. Le Cameroun, c'est ce qui m'a construit. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Parce que moi, je suis pas une fille de la ville. J'ai grandi au village. Vous voyez,
Je suis allée à la capitale du Cameroun, j'étais déjà majeure. Hein. La première fois, j'ai pas honte de le dire, je dis la vérité. J'ai grandi au village. Il y avait ma grand-mère qui passait le temps, elle me dit, tu as compris, je te dis, hein, tu sais, si je te parle comme ça, quand tu marches toujours au bord de la rue. Ne marche pas trop à la rue, parce que si tu marches comme ça, tu comprends? Elle lisait l'heure avec la position du soleil. Ma grand-mère, c'était une femme qui était accompagnée d'une grande sagesse. Elle m'a enseigné la paix, l'amour, l'empathie, comment une jeune fille doit évoluer à la maison. Il fallait apprendre à faire la cuisine, il fallait apprendre à s'occuper de la maison, il fallait apprendre à tout faire, tout ça, et aller à l'école, avoir des bonnes notes et revenir à la maison. Le Cameroun est devenu un pays indépendant en 1960. Depuis l'indépendance du Cameroun, avec la réunification des deux Cameroun, parce que il faut quand même dire que le Cameroun est bilingue. Il est inscrit dans la liste des pays bilingues aujourd'hui. Il y avait une partie anglophone du Cameroun et une partie francophone. Sincèrement, pour tout vous dire, moi qui connais le Cameroun, qui ai vécu au Cameroun, oui. Allez, moi je vivais pas loin du nord-ouest du Cameroun, du nord-ouest du Cameroun, je crois que c'est ça. Bamenda n'était pas très loin de mon village. D'ailleurs, j'avais mon oncle qui m'a adopté, qui avait une copine, sa petite amie était de Bamenda. Elle parlait anglais. Donc, quand elle venait à la maison, elle nous parlait en anglais. Ça n'avait jamais gêné qui que ce soit. Parmi toutes les petites amies de mon oncle, elle fait partie d'une qui m'aimait tellement et que j'aimais tellement. J'aurais tout fait pour que mon oncle puisse l'épouser. Mais bon, on parle d'une société très traditionnaliste qui est basée sur certaines traditions. Mais ça ne nous empêchait pas de vivre ensemble. On vivait ensemble. Allez, dans la rue, quand vous marchez, vous arriviez dans la rue, vous dites à quelqu'un, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin? La personne dit, ah, what you want? Alors, tu changes ton langage et avec ton anglais pidgin, tu dis, I find the road, show me where I can go. Et vous commencez à parler l'anglais dans une rue, en plein espace, dans un milieu où des gens vivent. Il y a des francophones majoritaires. Il fut un temps où je revenais au Cameroun et j'avais pris la route pour rentrer au Cameroun parce que moi j'adore voyager en voiture, ça me permet de m'arrêter, voir les villages, découvrir, ainsi de suite. Mais là, ce cas, c'était un cas de force majeure. Donc, je rentrais au Cameroun, j'arrive à la rue et j'arrive dans la voiture. On arrive à Bamenda. À l'époque, la paix était à Bamenda. Quand on parle de Bamenda, je vais vous dire, comparé aux villes en France, on va dire que Bamenda, c'était un peu... je vais dire, un peu le Biarritz, vous voyez, le Biarritz de la France. C'était une zone en paix, très bien entretenue, parce qu'il y avait un leader politique qui était M. Ninjon Fodi, qui lui, en fait, vu qu'il était, il avait plusieurs fois été candidat à l'élection présidentielle, en fait, il avait fait de Bamenda une sorte de joyau, comme ce qu'a fait Monsieur Juppé, l'ancien Premier ministre, un des ministres de la France, qui est allé s'installer à Bordeaux. Il a fait de Bordeaux une ville juste époustouflante. Ce monsieur, ce Ninjon Fodi, Monsieur Ninjon Fodi, en fait, avait fait de Bamenda cet havre de paix. Quand on arrivait à Bamenda, on était noyé au cœur même de la justice sociale. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de délinquance, mais comme partout. Donc, nous arrivons à Bamenda, une ville incroyable, et je vais aller dormir à l'hôtel. J'ai une dame qui me dit, ah non, you can't go sleep in hotel, come to my house. J'ai dit, quoi? Elle me dit, allez, tu viens dormir chez moi. Moi, francophone, la dame ne me connaît même pas, elle m'amène chez elle. Je vais chez elle, une chambre sophistiquée, allez, qui était même mieux que ma chambre dans ma propre famille. Je dors chez elle. Le matin, je me lève. Je prends une douche dans une très belle salle de bain.
On me sert un petit déjeuner où tout le monde parle en anglais. Alors moi, j'ai une jeune fille qui vient, elle me parle, elle regarde mes affaires, elle est très heureuse de me parler, de me voir chez eux. Et après, ils m'indiquent la gare, je prends mon taxi et c'est comme ça que j'arrive à l'ouest du Cameroun. Oui, c'est le sud-ouest. Voilà, c'est le sud-ouest, pas le nord-ouest, c'est le sud-ouest. Et donc, j'arrive à l'ouest du Cameroun, donc chez moi. C'est le souvenir que j'ai du Cameroun. Alors, disons les choses de façon très, très pertinente. Depuis les années 2000, en fait, depuis la, comment dire, depuis la réunification des deux Camerouns, en fait, on n'avait jamais eu de problème. Les anglophones et les francophones vivaient ensemble en pleine harmonie. D'ailleurs, je suis en train de vous dire qu'il y avait un anglophone qui s'était présenté aux élections présidentielles pour être le concurrent du président Paul Biya. Ça ne posait de problème à personne. L'opinion camerounaise était très divisée parce que c'était normal. Pour nous, ce n'était pas un anglophone. Et d'ailleurs, depuis les années 2000, en fait, l'armée israélienne a été employée pour garder le président Paul Biya. Parce que, comme on avait souvent entendu, Israël, c'était un pays qui était un très grand pays. Ils avaient une armée. Ça fait 2 ans qu'ils luttent avec la Palestine. Ils n'ont pas encore gagné la guerre, peu importe ce qu'ils disent. La guerre, peut-être que la guerre, hein, elle ne fait que commencer. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on en sait? On espère qu'elle va se terminer un jour, cette guerre. Parce que c'est affreux. Et donc, le président Paul Biya emploie l'armée israélienne. Ça, j'étais au courant. Tous les Camerounais savaient. On a entendu quand ce monsieur a été comment dire, c'était ce Russe-là, comment il s'appelait, qui avait des mercenaires en Afrique, partout. Regardez, ça c'est Courrier International. Je vais vous laisser lire, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit. On voit ici les mercenaires. Oh, je ne sais pas si vous arrivez à lire. On voit ici les mercenaires israéliens au Cameroun. Les mercenaires israéliens au cœur du pouvoir au Cameroun. Ça veut dire que depuis l'année 2000, quand le gouvernement camerounais a employé une armée qui rémunère tous les mois pour venir garder le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que la présidence, et non pas de garder, et non pas entrer au cœur du pouvoir camerounais. Le sort du Cameroun a rejoint la division de l'Éthiopie parce que la guerre qui s'est déroulée dans le sud-ouest du Cameroun a permis de diviser le Cameroun. Et le Cameroun est devenu 2 Camerouns. Une partie qui s'appelle Ambazonie et une autre partie qui s'appelle le Cameroun normal. Voilà. L'emblème du Cameroun, c'est la réunification. L'emblème du Cameroun, c'est la paix des 2 Camerouns. Et je crois que c'est en 2019 ou quelle année, le Cameroun est entré en guerre. Le Cameroun a été divisé. Tout comme l'Éthiopie. Oh, c'est bizarre parce que les mentalités politiques se rejoignent. Tout comme le Mali. Qu'est-ce qui se passe? Et la plupart du temps, ce sont des mercenaires. Vous savez, Courrier International, c'est pas moi qui l'écris, hein. Je vous ai montré, vous avez vu. Vous partez sur Courrier International, vous faites enquête au Cameroun. Les mercenaires israéliens au cœur du pouvoir. Depuis quand vous employez quelqu'un qui vient sur votre territoire entrer au cœur de votre pouvoir? Depuis quand? Ça dit que prenons toutes sortes de juridictions, aussi bien humaines. Allez, on va dire que les humains sont des tricheurs. Ce sont des gens qui racontent n'importe quoi. Mais vous embauchez quelqu'un, il vient chez vous avec des mercenaires, entrer au cœur du pouvoir dans votre pays.